Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, Tip top. on vous entend très bien. Super. Alors, bonjour à tous. Avec Lucas, nous sommes des étudiants kinés de Lausanne en Suisse et nous allons vous présenter notre travail qui s'intitule Évaluation sur banc d'essai de CPAP autopiloté dans le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, voici le plan de la présentation. Nous allons démarrer par une introduction où nous aborderons le contexte, la problématique ainsi que l'objectif de l'étude. Ensuite, nous aborderons les matériels et méthodes, puis nous nous pencherons sur les résultats et la discussion avant de conclure par le take-home message. Donc, commençons. Afin de poser un contexte, on sait que le traitement gold standard du SAOS, c'est la pression positive. On sait aussi qu'un problème majeur lié à cette dernière, c'est la gestion des fuites. Donc, nous, on a décidé de se pencher sur la réaction des appareils à PAP en réponse aux fuites. Alors, puisqu'on parle des appareils à PAP, je vais rapidement vous rappeler ce concept. Donc, les appareils à PAP ou Automatic Positive Airway Pressure est un mode décliné à partir de la CPAP qui est capable de détecter les changements de débit et de résistance dans les voies aériennes supérieures. Et suite à cette détection, elle est capable de faire varier ses pressurisations, au contraire d'une CPAP qui, elle, est fixe. Passons maintenant à la question de recherche. Donc, c'est la suivante. Quel est l'impact des fuites non intentionnelles sur le fonctionnement des différents modèles à PAP? Voilà pour la question. On va passer maintenant à la problématique. Donc, concernant la problématique, on sait qu'actuellement, il y a déjà eu un grand nombre de recherches comparant le fonctionnement des différents appareils à PAP. Cependant, aucune recherche investigue l'influence des fuites non intentionnelles. Donc, nous, on a décidé de se pencher sur ce versant-là, c'est-à-dire le fonctionnement des appareils à PAP en présence de fuites non intentionnelles, puisqu'on sait qu'en ventilation non invasive, c'est une ventilation à fuite et que ces dernières sont un facteur majeur de l'adhérence du patient au traitement de la pression positive. Voilà, maintenant on va passer aux objectifs de l'étude. Donc, le premier est d'analyser plusieurs APAP dans différentes conditions avec l'objectif d'identifier leurs différences, ceci dans un but d'apporter aux cliniciens une information objective du fonctionnement d'un appareil pour des événements donnés, des événements que je vous détaillerai plus tard. Puisque notre étude est un banc d'essai, je vais vous énoncer les avantages. Donc, le banc d'essai permet d'évaluer de manière fiable et reproductible les appareils. Il n'y a pas besoin de patient, donc pas de biais liés à ces derniers. Et notre banc d'essai a été validé par Parasetso en 2020, qui ont elles aussi fait une présentation au JRKR l'année passée. Voilà pour l'introduction. On va passer maintenant au matériel et méthodes. Donc, concernant les APAP utilisées, ce sont les suivantes: l'AirSense 10 de ResMed, la DreamStation de Philips et la Prisma 20A de Loewenstein. Ici, nous avons notre banc d'essai qui est composé de la résistance de Sterling qui simule les voies aériennes supérieures et la SL5000 qui simule les poumons. Donc, on voit ici schématiquement ce que cela représente. On a d'abord simulé nos événements tout simplement sans fuite afin de voir si nos résultats correspondaient à la littérature actuelle, et c'est bien le cas. Puis nous avons ajouté une valve de fuite non intentionnelle que vous voyez en jaune et que je détaillerai plus tard. Donc on l'a ajouté à la configuration afin de pouvoir effectuer une comparaison de fonctionnement avec et sans fuite pour les événements qu'on a simulés. Puisqu'on parle des événements qu'on a simulés, je vais vous les énoncer. Donc nous avons simulé les apnées obstructives, les apnées centrales, les hypopnées et des ronflements. Ces simulations se sont passées de la manière suivante. Ils ont duré d'abord 15 minutes, où il y a eu au début 3 minutes dites normales, c'est-à-dire pas d'événement, puis un événement de 25 secondes par minute. L'outcome est la pression en centimètres d'eau. Et concernant la valve de fuite non intentionnelle dont je vous avais parlé avant, c'est une machine où on peut régler le débit de fuite. Nous, on a décidé de l'ouvrir à son maximum, ce qui génère des fuites allant de 24 litres par minute à 56 litres par minute, selon le niveau de pression de la PAP. Je vais maintenant laisser la parole à Lucas qui va vous aborder les résultats. Voilà, merci Pouyan. Alors, en ce qui concerne les résultats de notre étude, donc, on a préféré vous les présenter sous une forme de tableau avec des couleurs et des puces parce que c'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus visuel que de vous afficher toutes les valeurs de pression. Donc, pour commencer, en vert, c'est toutes les réponses qui ont été définies comme adéquates des appareils par rapport aux événements qu'on a simulés.
Donc, qu'est-ce qui a été défini comme adéquat? C'est des réponses qui correspondent déjà premièrement à ce qui a été démontré dans les travaux qui ont déjà été publiés, qui correspondent également aux simulations qu'on a faites en l'absence de fuite non intentionnelle, qui donc concordent aussi avec la littérature, et enfin, qui sont aussi adéquates par rapport aux réponses qui sont attendues des fournisseurs. Les fournisseurs nous disent, OK, notre machine, pour tel événement, elle est censée répondre de telle ou telle manière. Donc, c'est sur ces 3 critères qu'on a défini les réponses adéquates. Ensuite, en rouge, on a les réactions qui sont définies comme inadéquates, et puis en bleu, avec la petite vague, les réactions approximatives. Donc, ce que je vous propose, c'est de laisser de côté les résultats avec les ronflements et puis de s'attarder surtout aux résultats pour les apnées obstructives, centrales et puis les hypopnées. Donc, qu'est-ce qu'on remarque d'un premier coup d'œil? C'est que directement dans la colonne du centre, la DreamStation de Philips, elle a que du vert. Elle a su répondre de manière adéquate et efficace à tous les événements, même en présence de fuite, elle a réussi à fonctionner adéquatement. Ce qui n'est pas le cas de l'AirSense 10 et de la Prisma 20A, où on se rend compte que, en présence de fuite non intentionnelle, elles n'ont pas été capables de fonctionner de la bonne manière en présence d'apnée obstructive, et pire encore pour l'AirSense 10, en présence d'hypopnée. Et puis ça commence à engendrer des problèmes parce que dans le syndrome d'apnée du sommeil, pourquoi est-ce qu'en règle générale on propose une CPAP? C'est justement pour pallier ces événements obstructifs. Donc si la CPAP n'est plus capable de faire ce pourquoi on la propose aux patients, ça commence à devenir problématique. Du coup, ça nous fait déboucher sur notre discussion où on se rend compte qu'il y a clairement des réactions hétérogènes de ces appareils face aux fuites non intentionnelles, avec une DreamStation qui a clairement montré une réaction plus efficace que les 2 autres appareils qui ont été testés, et donc que l'AirSense 10, comparé à la Prisma 20A, a encore eu un fonctionnement un peu plus altéré que cette dernière. Donc ça nous amène clairement à une diminution de l'efficacité thérapeutique, parce que si la CPAP, comme je l'ai dit précédemment, n'est pas capable d'effectuer ce pourquoi on la propose, le traitement va clairement diminuer en efficacité. Donc ça nous amène à plusieurs axes dans notre pratique clinique et dans notre implication dans la clinique sur lesquels on peut un petit peu ajuster puis affiner. Et donc, premièrement, comme l'a dit déjà Pouyanne, le point clé de l'efficacité thérapeutique avec ces machines, ça va clairement être les fuites. Et donc, il va falloir trouver des stratégies pour les prévenir, voire les éviter. Et donc, on peut jouer sur quelques aspects en tant que praticien pour essayer d'avoir une intervention qui tourne autour de ces fuites et puis de diminuer ce risque. Donc, premièrement, une intervention qui peut être faite pour tout le monde, c'est le choix de l'interface. On sait, d'après plusieurs travaux, que c'est le déterminant principal du risque de taux de fuite non intentionnelle, avec typiquement des interfaces, des masques nasaux qui sont beaucoup moins à risque de fuite que des masques nasobuccaux. Donc, on pourrait déjà proposer aux patients un masque nasal. Ensuite, comme on l'a vu dans notre travail, le choix de l'appareil il est aussi prédominant. Selon les différents appareils, on a remarqué qu'il y a clairement des disparités de fonctionnement avec ces fuites. Et puis enfin, il y aura aussi le choix d'utiliser une pression positive continue, une PPC, plutôt qu'une pression automatique, parce que ça a aussi été montré dans la littérature qu'une des probables limites de la PAP, ce serait justement qu'elle ne serait pas capable de réagir adéquatement aux fuites, et ça a clairement été démontré dans notre travail avec ces dysfonctions de certaines machines. Donc là, on a clairement 3 axes intéressants sur lesquels le praticien peut se pencher pour essayer d'étayer un petit peu sa prise en charge et puis d'assurer un traitement optimal pour le patient. Donc ça nous amène ensuite à une certaine proposition de choix d'appareils qu'on pourrait faire, dans le cas bien sûr où on aurait la possibilité de proposer différents appareils. Et donc si on a une DreamStation sous la main, on sait du coup que c'est la machine qui, dans notre travail, a montré la meilleure réponse aux fuites. Elle a pu lever toutes les obstructions et elle a présenté une montée en pression douce. Donc on pourrait clairement proposer cet appareil à tout type de patients. Et en plus de ça, elle serait intéressante pour les patients qui sont sensibles à la pression positive, avec cette douce montée en pression, mais également pour les patients qui ont un IAH élevé, étant donné qu'elle a levé toutes les obstructions. Et puis à l'inverse, si par exemple on était amené à proposer une AirSense 10, parce que par exemple en Suisse, pour nous, c'est clairement l'appareil qui est le plus commercialisé, donc des fois on n'a pas le choix, il faut tout simplement proposer cet appareil, il y a quelques petites choses sur lesquelles on pourrait jouer et sur lesquelles il faut être au courant pour avoir une prise en charge qui soit optimale. Donc déjà, on a clairement remarqué que le fonctionnement il peut être compromis face aux fuites. Donc, première intervention qu'on pourrait proposer, c'est de s'attarder sur l'interface, avec typiquement un masque nasal qui pourrait diminuer le risque de fuite non intentionnelle et donc garantir au maximum un fonctionnement adéquat de l'appareil. Ensuite, à savoir aussi que cette machine a montré une montée en pression qui est assez forte et abrupte. Donc, pour les patients qui seraient sensibles à la pression positive, ça peut paraître désagréable.
Mais à l'inverse, cette montée en pression assez forte, ben, ça pourrait clairement être un avantage pour les patients qui sont assez obstructifs sévères avec un bon IAH et donc on pourrait facilement le diminuer. Donc tout ça, ça nous amène à un petit take-home message pour terminer notre présentation, où il faut vraiment veiller à diminuer le risque de fuite car elles peuvent perturber les réactions des machines et altérer l'efficacité thérapeutique. Donc, message clé, point clé de l'efficacité thérapeutique, les fuites. Ensuite, le choix du masque qui joue un rôle clé dans la gestion des fuites. Si c'est possible, privilégiez un masque nasal. Et puis enfin, le choix de l'appareil qui, selon les caractéristiques du patient, pourrait jouer un rôle dans la réussite du traitement. Donc voilà, on en a fini pour notre petite présentation. J'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez des questions, on reste à votre disposition. Merci beaucoup.